Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2025. Et justement, même si je l'ai déjà fait par écrit ou dans d'autres médias, je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2025. Je vous souhaite une excellente année pleine de bonheur, de bonne santé, de réussite. Également, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes tout simplement formidables. Merci pour votre soutien, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos abonnements, pour faire abonner autour de vous. Nous devons continuer de dire la réalité économique pour que nous puissions justement mieux l'affronter et puis espérons qu'un jour ou l'autre, la France pourra s'en sortir. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. D'où cette question, puisque nous allons maintenant présenter les perspectives 2025 dans cette vidéo. Eh est-ce que 2025 va être pire que 2024 ? Au niveau mondial, ça devrait encore aller. Par contre, au niveau français, malheureusement, on pourrait enlever le point d'interrogation. D'ores et déjà, ça s'annonce particulièrement dangereux d'un point de vue de la croissance, du chômage, des déficits publics, bien entendu. Et donc, nous allons répondre à toutes ces questions, donner nos prévisions dans le détail, avec également une question importante, puisque ça va de mal en pis. Comment peut-on se protéger? Comment peut-on protéger notre épargne, notamment? Comment peut-on se protéger à titre individuel, en tant que salarié, en tant qu'individu, tout simplement? Ou alors, comment peut-on également protéger notre entreprise si elle est évidemment, je dirais, dans les affres de l'économie française telle que nous la connaissons aujourd'hui. Voici donc les grands thèmes de cette vidéo avec bien sûr la question de la semaine. Elle est liée, vous avez été très nombreux à me poser cette question. Comment peut-on réduire les déficits publics français sans augmenter les impôts? Ça y est, on l'entend de plus en plus. Le gouvernement prépare des nouvelles augmentations d'impôts. Est-ce que c'est possible de ne pas les mettre en place? Bien sûr que oui, il ne faut surtout pas augmenter les impôts. J'irai même plus loin, on le verra tout à l'heure. Il faut même baisser les impôts et on peut malgré tout baisser également le déficit public. Oui, c'est possible, encore faut-il le vouloir. Il y aura bien sûr la bonne nouvelle de la semaine, mais pour cette première vidéo de l'année, j'ai choisi justement de changer un petit peu. La bonne nouvelle ne sera pas à la fin, mais au début. Parfois on me dit oui, vous êtes trop pessimiste. Non, nous sommes avant tout réalistes. On se doit de dire la réalité. Donc, quelle est la bonne nouvelle de la semaine? Bien, elle vient de sortir. Ce sont les indicateurs des directeurs d'achat au niveau mondial. Eh bien, c'est vrai que ça s'est légèrement amélioré. On le voit ici, l'indicateur composite a gagné 0,2 points. On est à 52,6 précisément. Je vous rappelle, l'enquête, il y a une barre à 50. Donc, en deçà, c'est la baisse de l'activité. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. Donc, grâce à cet indicateur du mois de décembre, nous pouvons donc confirmer notre prévision d'une croissance mondiale autour des 3%. Voilà la bonne nouvelle de la semaine. Malheureusement, on va voir maintenant dans le détail que ce n'est pas, je dirais, une bonne nouvelle pour tout le monde parce que cette croissance est très différente en fonction des pays. Alors, on va commencer justement par les pays qui s'en sortent bien pour le moment selon les indicateurs des directeurs d'achat pour le mois de décembre. On a toujours l'Inde qui caracole en tête, l'Inde qui est la locomotive de la croissance mondiale. Vous voyez, on est sur une dynamique quasiment à 60. L'Arabie Saoudite, l'Espagne qui redémarre également assez nettement, les États-Unis également, les Émirats Arabes Unis. Donc le niveau mondial, on vient de le dire, donc 52,6. Nous avons ensuite l'Irlande qui baisse néanmoins, on n'est plus qu'à 52,1, mais ça reste des bonnes perspectives de croissance. Après, c'est l'intermédiaire, une croissance molle, autour de la stagnation économique, légèrement mieux. On a le Brésil qui avait pourtant bien performé au mois de novembre, là ça repart à la baisse pour le mois de décembre. Idem pour la Chine, on a vu un petit espoir avec le plan de relance, mais non, c'est en train là également de repartir à la baisse au mois de décembre. Idem pour la Russie, le Japon aussi, vous voyez, ça monte un peu, mais on est très légèrement au-dessus de la barre des 50. Le Royaume-Uni qui souffre encore, ne l'oublions pas, ça c'est l'effet augmentation des impôts justement, qui peut faire pas mal de mal à l'économie britannique. Et ensuite on a l'Australie, 50,2. Alors ensuite, évidemment, on arrive aux pays qui sont en récession, et évidemment, nous en faisons partie, nous les Français malheureusement. On a donc l'Afrique du Sud, l'Italie, ça s'est amélioré mais c'est toujours sous la barre des 50. La zone euro également, petite amélioration mais c'est toujours sous la barre des 50. Le Canada également qui repart à la baisse. On vient d'avoir la démission de M. Trudeau. J'ai envie de dire, ce n'est pas trop tôt parce qu'il y avait une crise politique au Canada. Est-ce que c'est peut-être un signe avant-coureur de ce qui va se passer en France ? Pourquoi pas, on verra bien, mais toujours est-il qu'il fallait bien prendre une mesure, et finalement cette démission peut-être pourrait permettre au Canada de redémarrer progressivement. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, il replonge malheureusement dans la récession. On a ensuite l'Allemagne, et malheureusement,
comme cela s'observe depuis déjà plusieurs mois, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale. Si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, tous secteurs confondus, donc 47,5. C'est un peu mieux que le mois dernier, c'est vrai, mais malgré les fêtes de Noël, etc., il n'y a pas eu d'effet de boom, d'optimisme. Au contraire, la France est toujours la lanterne rouge de la croissance mondiale, et ça, c'est particulièrement dangereux. Alors, le slide suivant, il y a beaucoup de chiffres, je vous préviens d'avance, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tous les voir, pour vous montrer que si on prend uniquement ce qui se passe dans l'industrie, parce qu'on a souvent entendu, oui mais l'industrie va mieux, c'est la réindustrialisation, etc. Non, ça c'est du marketing, voici la réalité de l'industrie française, attention. Il y a 40 pays donc, dans lesquels on mène une enquête des directeurs d'achat dans l'industrie, toujours le même niveau, 50, au-dessus de 50 la croissance, en deçà le recul de l'activité. Sur 40, selon vous, où se situe la France? Sur 40 pays. Voilà, vous les avez tous. Alors vous pourrez les regarder tranquillement à tête reposée, faire une pause sur l'image. Voilà, la France, malheureusement, est dernière, 41,9. Derrière l'Allemagne, qui pourtant va mal. Eh bien voilà, donc au niveau industriel, 40 pays dans le monde, la France est dernière. Comment peut-on dire que tout va bien dans le meilleur des mondes en France? Non, malheureusement, encore une fois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur. On me dit, mais pourquoi vous ne donnez pas des bonnes nouvelles? Mais j'aimerais donner des bonnes nouvelles. Vous voyez que quand il y en a, j'en donne. Mais sur la France, malheureusement, voici la réalité aujourd'hui de l'industrie française. Et donc, ça s'annonce très mal pour 2025. Justement, voici donc le détail de mes prévisions pour 2025. Alors, en termes de croissance économique, aux États-Unis, on est sur 3% de croissance, donc ça reste bon, c'est à peu près le même niveau qu'on a eu en 2024. En Chine, entre 4,6 et 5% dans le meilleur des cas. Donc pour la Chine, ce n'est pas génial comme croissance, ça ne permet pas d'améliorer le niveau de vie global des Chinois. Donc ça veut dire toujours des risques importants d'un point de vue social et sociétal en Chine. L'Inde, croissance toujours très forte, 8%, donc comme vous le savez depuis maintenant quasiment 4 ans, la nouvelle locomotive de la croissance mondiale, la Russie 2,5%, la Suisse qui remonte à 2%, donc le Canada autour des 1% si tout va bien, le Royaume-Uni 1,3%, le Japon 0,8% et malheureusement à la traîne, nous avons la zone euro 0,7% et surtout la France et l'Allemagne seulement 0,5% de croissance. Vous voyez, quand on nous dit que globalement il va y avoir une croissance d'au moins 1 à 1,5 l'année prochaine, enfin du moins cette année en 2025, ça paraît évidemment très très mal parti. Donc croissance mondiale autour des 3,2%, on affinera progressivement. On voit bien qu'il y a un décalage entre ce qui se passe au niveau mondial, aux États-Unis, et puis ce qui se passe chez nous malheureusement, dans la zone euro et surtout en France. Donc voici maintenant le détail de mes prévisions avec mon équipe, bien entendu, de l'ensemble de ces défis, donc sur la croissance française et les fondamentaux économiques de la France en 2025. Et là, on voit que justement, 2025 est bien pire que 2024. Voici la croissance du PIB réel, ça veut dire hors inflation, évidemment. Il n'y a pas de trucage, donc on enlève évidemment l'inflation. Donc, comme on dit également, le PIB en volume pour les puristes. Donc voilà, l'année dernière, on a fait à peu près 1,1% de croissance en 2024. Chiffre de l'INSEE un petit peu bizarroïde, mais on va quand même les prendre, on n'a pas le choix. Et pour cette année, voilà, seulement 0,5%, la croissance est divisée par 2. Et là, on a un problème, parce que le budget, justement, même s'il n'est pas encore voté, s'il n'est pas du tout encore présenté, mais il table sur une croissance d'au moins 1,2, voire 1,5%. Donc, si on a 0,5% de croissance, évidemment, il y aura moins de recettes fiscales et plus de dépenses, donc, ce qui veut dire que ça va creuser le déficit public, d'autant qu'au niveau de l'inflation, malheureusement, elle reste élevée, 2% en 2024, 1,7% cette année, c'est un peu moins, parce que justement, il y a moins de demandes, donc les prix ne peuvent pas fortement augmenter, mais c'est quand même toujours 1,7%. Le drame, c'est surtout ça. On va tout à l'heure, les chiffres d'Eurostat viennent de sortir, 7,8% de taux de chômage en fin 2024, et pour la fin 2025, on devrait avoir un taux de chômage d'au moins 9%. Catégorie A, ça veut dire les chômeurs évidemment qui font la preuve d'une recherche active d'emploi, qui sont immédiatement disponibles et qui n'ont pas du tout travaillé au cours du mois en question. Donc 9%, ça veut dire que si on regarde le taux de chômage global, tout chômeur confondu, tout type de chômage, à ce moment-là, on est plutôt autour des 17%. Enfin, si on se rend compte de l'ampleur des dégâts sur le chômage en France, et si on regarde le taux de chômage des moins de 25 ans, c'est encore pire, 21% de taux de chômage donc pour la fin d'année 2024, 23% fin 2025. Les jeunes, ce sont évidemment nos forces vives. On verra tout à l'heure les chiffres qui viennent de sortir d'Eurostat. Et bien malheureusement, ce n'est pas génial. Il y a une sorte de décalage avec l'ensemble des pays de la zone euro. La France fait bien plus
mal que la zone euro en moyenne. Donc voilà, une situation particulièrement compliquée pour la France. Encore une fois, je ne dis pas ça de gaieté de cœur, mais on se doit de dire la vérité. C'était l'année dernière quand je disais oui qu'on n'allait pas avoir une croissance forte, on devrait rayonner. Finalement, c'est ce qu'on s'est produit également sur le front du chômage. Je dirais que le taux de chômage allait augmenter, c'est là également ce qui s'est produit. Alors maintenant, conséquence de cela, déficit public. Cette année déjà, en 2024, on a fait 6,5%, et pour 2025, ça se fait qu'on nous dit oui, on va faire entre 5 et 5,5. Non, ça sera exactement comme l'année dernière, quand Bruno Le Maire avait promis un déficit public d'au pire 5%. On est à 6,5. Il manque quasiment 100 milliards d'euros par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc là, pareil pour cette année, on sera autour des 6,5% de déficit public. C'est mathématique, s'il y a moins de croissance, plus de chômage, mécaniquement, il y a plus de déficit. D'autant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, on le verra tout à l'heure. Et donc à partir de là, la charge d'intérêt de la dette est là aussi en train d'augmenter. Donc pourquoi mentir aux Français? On est en train de faire des accords ici ou là pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, pour ne pas avoir une motion de censure votée contre le budget. Mais encore une fois, tout est caduc, le budget est déjà caduc avant même d'exister puisqu'il se base sur une mauvaise prévision de croissance. Donc forcément, on sera sur un déficit public dramatique d'ailleurs, ce qui va générer une augmentation de la dette publique. Là, on sera autour des 114,5% en fin d'année et fin d'année 2025, 120% du PIB. Eh oui, ça augmente fortement. Vous voyez, on va bientôt rattraper l'Italie et la Grèce parce que là-bas, la dette publique est en train de baisser. Donc on va bientôt devenir numéro 1 si ça continue comme ça, ce qui est particulièrement évidemment dramatique. En termes chiffrés, ça nous fait combien de dette publique? Là, on est à peu près à 3 350 milliards pour la fin d'année 2024. On n'a pas encore les chiffres, mais ça sera à peu près de cet ordre de grandeur. Et pour cette année 2025, en fin d'année, 3 600 milliards d'euros de dette publique. On ne se rend même plus compte de l'ampleur des dégâts, si vous voulez, mais ça montre bien qu'aujourd'hui, la France dérape et après, évidemment, on a un risque de scénario catastrophe. Parce que s'il y a plus de déficit, plus de dettes, évidemment, la note de la France va être inévitablement dégradée à simple A au cours de 2025. Donc les taux d'intérêt vont encore augmenter, ce qui va casser l'activité économique, aggraver la récession, donc faire augmenter le chômage, faire augmenter le déficit, donc plus de dettes également, une nouvelle phase d'augmentation des taux d'intérêt, et ainsi de suite. C'est ce cercle vicieux qui est extrêmement dangereux et dans lequel la France est déjà malheureusement. Encore une fois, regardons cette réalité en face. C'est le triste cas de la France, la triste situation de la France, mais encore une fois, ce n'est que le résultat des mauvaises décisions de nos dirigeants depuis des années, et en particulier ces dernières années, puisqu'on a voulu se voiler la face, on n'a pas voulu regarder la réalité en face, en nous faisant croire, oui, ce sont les 30 glorieuses qui reviennent, le plein emploi, etc. Pourquoi avoir menti aux Français alors que nous-mêmes ici on disait la vérité, on ne voulait pas nous croire, mais maintenant nous sommes face à cette réalité. Et justement, si on regarde les chiffres du chômage, ça vient de sortir ce matin sur les chiffres d'Eurostat, taux de chômage donc au mois de novembre, vous voyez en France catégorie A 7,7%, donc dans la zone euro en moyenne on est à 6,3%. Vous voyez ce grand écart. Je vous rappelle que jusqu'en 2017, le taux de chômage de la zone euro était supérieur au taux de chômage de la France. Donc là on est donc remonté à 7,7%, un plus haut depuis décembre 2019 si on enlève la période Covid. Donc ça montre bien l'ampleur là aussi des dégâts, de la catastrophe économique qui est en train de se jouer devant nos yeux. Et si on regarde l'ensemble de l'Union européenne, la France est dans le top 5 en termes de taux de chômage. Nous sommes même numéro 5 précisément. Vous voyez, on a d'abord l'Espagne, la Grèce, la Finlande et la Suède. Et donc la France, 7,7% de taux de chômage. On voit ensuite évidemment tous les autres pays. Voilà, l'Italie où le taux de chômage était énorme, il a bien baissé, on est à 5,7%. Vous voyez, donc on a également l'Allemagne, 3,7%. Chiffres harmonisés, bien entendu, par Eurostat. Donc on ne compare pas des poires et des bananes, c'est vraiment des chiffres, encore une fois, harmonisés, ce qui montre bien que la France, aujourd'hui, dérape complètement. Et c'est encore plus grave sur le taux de chômage des jeunes, malheureusement. Voilà, les chiffres ont été un petit peu révisés à la baisse par rapport à l'estimation du mois dernier, mais tout de même, au mois de novembre, 20,5% de taux de chômage des moins de 25 ans, malgré les aides, malgré les formations, malgré les contrats, etc., ici ou là, qui permettent de faire sortir les jeunes des statistiques du chômage, parce que c'est encore évidemment la catégorie A, 20,5%. Au niveau de la zone euro, on est à 15%. Regardez cette augmentation, on était à 17% il y a encore quelques mois. Là, on est à presque 21% de taux de chômage des moins de 25 ans. Et on l'a vu tout à l'heure, ça va malheureusement se poursuivre pour 2025. Alors,
Le drame, c'est que la France n'est plus du tout crédible au niveau international et d'ailleurs nous le payons en termes d'augmentation des taux d'intérêt, c'est-à-dire que pendant que le gouvernement se dit « alors non, on va peut-être augmenter les impôts, mais seulement pour certains, ou alors on va réduire l'optimisation fiscale, etc. » Enfin, vous voyez, on fait du cafouillage ici ou là, ou de l'arrangement entre amis, eh bien les taux d'intérêt de la dette publique continuent d'augmenter. Regardez bien, moi je vous parle, on est à quasiment 3,3% sur le taux d'intérêt 10 ans. On a fait pire, mais néanmoins, si on enlève la période de la fin 2023, on est sur un plus haut depuis janvier 2012. Donc ça montre bien l'ampleur des dégâts et on n'a pas encore été dégradé. On a toujours le fameux double A-, et on n'est pas encore à simple A. Et quand ça va arriver, évidemment, les taux d'intérêt pourraient monter à 4 voire 5%. Alors c'est là où évidemment, comme je l'écris ici, malheureusement, la France est devenue la risée de la zone euro. Parce que la France maintenant a des taux d'intérêt sur la dette publique supérieurs à quasiment tous les pays de la zone euro sur le taux d'intérêt à 10 ans. Alors évidemment, on avait l'habitude maintenant avec le Portugal, il y a 40 points de base d'écart, 0,4% d'écart, donc de plus pour le taux français par rapport au taux portugais, ce qui est logique parce que le Portugal a un excédent public, a réduit sa dette, on a fait exactement l'inverse, donc on a quand même une sanction. On a également, c'est un peu moins, mais tout de même un écart de taux d'intérêt avec l'Espagne, quasiment 20 points de base d'écart, 0,2%, donc de plus, c'est-à-dire l'État français doit payer plus cher que l'État espagnol, justement, pour sa dette publique, et donc on a également 10 points de base d'écart avec la Grèce. Et ça se confirme, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, je l'évoquais, ça avait touché un petit peu en séance, puis après ça s'était calmé, la BCE était certainement intervenue, maintenant a priori elle n'intervient plus trop, et donc là on a la réalité des comptes, et donc le taux d'intérêt à 10 ans de la France est supérieur au taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce, c'est-à-dire encore une fois que les investisseurs font plus confiance en la Grèce sur le taux d'intérêt à 10 ans, donc sur longue période, pour réduire son déficit et sa dette, qu'en la France. Et ça, c'est évidemment très triste pour nous, bien entendu. Et alors, il n'y a plus qu'un seul pays où les taux d'intérêt, un grand pays où les taux d'intérêt sont supérieurs aux taux d'intérêt français, sur le taux d'intérêt 10 ans, c'est l'Italie. L'Italie qui a encore évidemment une dette publique qui est énorme, mais qui est en train d'être réduite. Je rappelle que pour 2025, l'Italie va baisser les impôts, pendant que nous on les augmente, va même réduire son déficit public autour des 4%, peut-être même moins. Alors, on annonce peut-être même 3,5, alors que nous on sera à 6,5, vous vous rendez compte l'écart. Et donc regardez bien, donc l'écart de taux d'intérêt, il est encore supérieur, donc le taux d'intérêt 10 ans est supérieur en Italie par rapport à la France, mais il n'y a plus que 30 points de base d'écart. Vous voyez, alors qu'il y a encore quelques mois, on était à 200 points de base, 2 points d'écart, vous vous rendez compte? Donc ce qui veut dire que là aussi, eh bien ça y est, on perd complètement en crédibilité. Et donc l'Italie qui était un petit peu montrée du doigt, a fait, je dirais, des réformes, a modernisé son économie, a réduit ses déficits, et nous n'avons rien fait, donc nous avons maintenant la sanction. Et je pense que malheureusement en 2025, le taux d'intérêt français va passer au-dessus du taux d'intérêt italien, et ça sera encore une fois une sanction méritée à cause évidemment de notre mauvaise gestion des deniers publics pour la France. Alors comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, évidemment, on vient d'avoir les chiffres de l'inflation française qui repartent à la hausse. Là, on a les chiffres de l'inflation, donc harmonisés, chiffres d'Eurostat. Vous voyez que nous sommes montés donc à 1,8% au mois de décembre. Depuis janvier 2021, les prix ont augmenté, c'est la courbe rouge, de quasiment 17%. Il y avait une petite baisse il y a quelques mois, mais c'est reparti à la hausse. Donc les prix continuent d'augmenter. Il n'y a pas de baisse des prix malheureusement. Alors c'est vrai que c'est encore plus grave au niveau de la zone euro dans son ensemble. Là, on est à 2,4% d'inflation. C'est la courbe bleue, vous voyez que ça remonte sur la fin de période. Et la courbe rouge, c'est l'ensemble de l'augmentation des prix. Donc depuis janvier 2021, on est à quasiment 21% de hausse. Donc on se rend bien compte que là aussi, eh bien, la BCE qui nous a promis d'encore baisser les taux d'intérêt en 2025 ne pourra pas le faire. Elle est donc bloquée. D'autant que comme l'euro est en train de baisser, c'est vrai que l'euro, on l'évoquait la semaine dernière, s'est complètement effondré en 2024. Il a même touché il y a quelques jours, il est passé sous les 1,03 $ pour un euro. Vous voyez qu'on est très proche de la parité 1 contre 1. Là, au moment où je vous parle, on est à 1,04 $ pour un euro, parce que comme il y a eu un peu plus d'inflation, on se dit tiens, la BCE ne va pas forcément baisser les taux d'intérêt, mais néanmoins, ça montre bien que l'euro va continuer de baisser parce que nous avons une crise politique en France, une crise politique en Allemagne et une crise économique, notamment donc en France et en Allemagne également, qui va déraper en termes de déficit public, avec donc des risques existentiels sur la zone euro pour les années à venir. Donc ça veut dire que la BCE ne pourra pas baisser les taux d'intérêt parce que quand l'euro baisse, ça fait augmenter les prix des produits importés, notamment les matières premières. Et donc à partir de là, ça fait augmenter l'inflation globale. Donc je vous rappelle que l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne, c'est 2%.
Donc on l'a vu, on est à 2,4% et on est même à 2,7% hors énergie et produits alimentaires. Donc maintenant que la BCE a baissé les taux, elle peut peut-être revenir à 3%, voire un petit peu moins, mais elle n'ira pas beaucoup plus bas. Donc ce qui veut dire que comme l'inflation remonte, la BCE va être bloquée. Donc ne comptez pas trop sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne pour relancer l'activité économique, et notamment dans le secteur immobilier. Et là aussi, beaucoup de questions sur l'immobilier. C'est vrai que les prix, malheureusement, continue de baisser un peu partout en France et ça va continuer en 2025 parce que vous l'avez compris, les taux d'intérêt des obligations d'État vont continuer d'augmenter en France, donc ce qui va évidemment jouer sur les taux des crédits. Et même si la BCE baisse un petit peu encore les taux d'intérêt, ça ne suffira pas pour inverser la tendance et permettre une nette baisse des taux d'intérêt des crédits immobilier, et donc les prix vont encore chuter. Là, je vous ai mis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas montré ce graphique sur meilleurs agents, donc c'est sur les chiffres au 1er janvier 2025. Alors Paris, la baisse, on était à quasiment moins 15% il y a quelques mois, là on n'est plus qu'à moins 14,2%. Donc ça veut dire que la baisse se calme, mais ça baisse toujours par rapport au plus haut de 2021-2022. Même Boulogne, on était sur des baisses de quasiment 19%, là on est à peu près à moins 16%. Montreuil, Aix-en-Provence, toutes les villes baissent, même Nice où ça résistait bien, même Aix-en-Provence, voilà, Bordeaux, Lyon, alors là, Lyon, moins 22,4, c'est vraiment une catastrophe. Strasbourg, même Marseille qui avait bien progressé. Je rappelle que là, ce sont les prix des appartements, donc pour les villes de plus de 100 000 habitants. Donc voilà, Marseille, moins 6,4%. Si on regarde les prix un petit peu moins élevés, là aussi ça baisse de plus en plus fortement. Regardez, Villeurbanne, on est à 18,2%. On a également Nantes, quasiment 20% de baisse. Ou encore Grenoble, là aussi quasiment 20% de baisse. Il y a un petit nouveau Reims, où les prix avaient fortement augmenté. Là, ça baisse également très nettement, moins 16%. Je vous ai fait un petit tableau donc, de récapitulation pour voir où les prix baissent le plus, je dirais, en France. Dans quelle ville ça baisse le plus par rapport au sommet de 2021-2022. Voilà. Donc malheureusement, la palme de la déconfiture, c'est Lyon, moins 22,4%. On a ensuite Nantes, moins 19,9%. Grenoble, moins 19,6%. Villeurbanne, moins 18,2%. Et que ces villes sont malheureusement concernées par une situation un petit peu délétère, on va dire, d'un point de vue de la sécurité. Et donc on voit bien que ça se traduit par une baisse très forte des prix des logements, même si ça avait beaucoup augmenté dans le passé. Là, évidemment, cette baisse est très dure à supporter. On a Reims également moins 16%, Boulogne moins 15,6%. C'est un peu moins grave que ce qu'il y a quelques mois, mais attention, soyons néanmoins prudents pour 2025. Paris également moins 14,2%. Voilà, Lille, Montreuil et Strasbourg. Voilà pour les villes dans lesquelles les prix ont le plus baissé par rapport au sommet de 2021-2022. Mais ce n'est pas terminé. Les prix vont encore baisser en moyenne sur 2025 aux alentours des 5 à 10% en moyenne, encore une fois. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des villes qui vont faire plus. Ça pourra redémarrer en 2026 en espérant que les taux d'intérêt n'iront pas trop loin à la hausse, ce qui malheureusement est loin d'être gagné. Alors, dans ce contexte évidemment particulièrement difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment protéger son épargne? Alors déjà, il y a des règles de base, je le dis souvent, mais c'est très important, ne jamais oublier le couple rendement-risque. Si on vous propose un rendement élevé, ça veut dire qu'il y a un risque élevé. Donc est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Chacun se détermine en fonction de sa vision du monde, s'il aime ou pas le risque. Donc si on vous dit qu'il y a un rendement élevé et l'absence de risque, ça c'était les subprimes, ce n'est pas possible et ça finit toujours très mal et par exploser bien entendu. Ensuite, bien choisir sa banque. J'entends pas mal de commentaires où on me dit oui mais ma banque refuse que j'achète des devises, etc. Il faut en changer, il faut faire jouer la concurrence entre les banques. Il faut regarder les frais qui sont demandés par telle ou telle banque. Et à ce moment-là, vous faites jouer la concurrence. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Mais au moins, vous choisirez votre banque. Alors, mieux vaut d'ailleurs souvent plutôt des grandes banques pour éviter justement qu'il y ait une faillite ici ou là. Mais bon, encore une fois, ne confiez pas votre argent à n'importe qui. Et là aussi, pour les compagnies d'investissement, je vois beaucoup aujourd'hui qui se créent ici ou là. Attention, déjà, il y a deux choses. Il faut que ça soit validé par l'autorité des marchés financiers. Donc là, il faut regarder sur le site pour voir si votre compagnie d'investissement est bien répertoriée, que ce n'est pas une arnaque. Et ensuite, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a de l'expérience? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un background en anglais? Est-ce qu'effectivement, ceux qui vous proposent de gérer votre épargne sont compétents? Faites là aussi extrêmement attention. Soyez extrêmement prudent parce que très souvent, c'est très alléchant de prime abord et ensuite, ça devient catastrophique.
Toujours évidemment, comme je dis souvent, garder une poire pour la soif, ça peut être l'or, également bien sûr des comptes sur livret réglementés, bon, ça ne gagne pas grand-chose, tous les taux d'intérêt vont baisser, mais néanmoins, au moins ça ne risque pas, je dirais, de s'effondrer. Plan d'épargne retraite, là aussi, c'est vrai qu'on n'est plus trop assuré sur l'avenir de nos retraites. À mon avis, elles ne seront pas forcément payées comme on peut l'imaginer. Donc pourquoi pas, c'est défiscalisé. Donc il faut en profiter. Et bien sûr, je l'ai souvent dit, on doit ouvrir un compte à l'étranger. Ce n'est pas par manque de patriotisme, c'est au cas où, en cas de coup dur. Effectivement, on ferme les frontières en France, on n'aura pas le temps d'ouvrir un compte à l'étranger. Que si effectivement il est ouvert, à ce moment-là, on pourra effectivement faire des virements. On déclare ce compte, bien sûr, au fisc français. Il n'y a aucune fraude, c'est tout à fait légal, mais c'est simplement pour protéger là aussi son épargne si jamais en France elle est attaquée, parce que c'est un grand danger. C'est qu'un jour ou l'autre, effectivement, les dirigeants français choisissent d'augmenter encore l'imposition sur l'épargne. On nous dit qu'on veut augmenter les impôts, donc l'épargne évidemment, ça sera inévitable, même si l'imposition sur l'épargne est déjà énorme en France, l'une des plus élevées du monde, eh bien ça pourra là aussi continuer. Donc soyons prudents, et donc c'est pourquoi il faut toujours se prémunir. Mieux vaut tenir que guérir, ou que courir comme vous préférez, parce que globalement on peut avoir de mauvaises surprises. Alors, d'un point de vue de la stratégie pour l'épargne, alors j'en parlerai davantage dans ma vidéo de la semaine prochaine, puisque je ferai un point plus marché boursier, mais néanmoins, c'est vrai qu'il faut quand même rester prudent sur les marchés boursiers qui ont connu de belles années, sauf le CAC 40 sur l'année 2024. Donc il risque d'avoir des prises de bénéfices en 2025, donc soyons quand même prudents. Bien sûr, on délaisse les dettes publiques, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça fait baisser le cours des obligations, donc évidemment, ça sera une perte en capital, sauf si on veut garder, je dirais, ces obligations jusqu'à leur terme, mais sinon, mieux vaut les délaisser. Toujours on garde un petit peu de cash. Alors c'est vrai que le taux de livret A va être réduit à 2,5% d'après ce qu'on entend, donc c'est pas génial, mais encore une fois, là aussi, c'est une sorte de poire pour la soif. On garde le dollar, c'est vrai que je l'avais conseillé, le dollar et le franc suisse, ça a bien fonctionné en 2024, ça continue donc en 2025. Sur l'immobilier français, bon, soit on a une vision de très long terme, et à ce moment-là, si on a une belle affaire, pourquoi pas en profiter? Sinon, la baisse des prix n'est pas terminée. On verra plus clair en 2025. Bien sûr, conserver de l'or. L'or a un petit peu baissé en fin 2024. Il faut en racheter un petit peu pour justement profiter de l'augmentation à venir dans le cadre d'une crise, notamment de la zone euro. Sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, évidemment, comme vous le savez, j'ai fait mon mea culpa, donc je ne vais pas le faire toutes les semaines. Mais c'est vrai que ça reste quand même un actif risqué, quoi qu'on en dise. Donc évidemment, on peut en avoir, il faut regarder des spécialistes et à ce moment-là, faire attention également que ce soit des bonnes crypto-monnaies, donc quand même favoriser les grandes crypto-monnaies, notamment le Bitcoin ou l'Ethereum, mais globalement, ça sera extrêmement volatile. Donc là aussi, on peut en acheter et puis regarder sur le très long terme, mais si on n'aime pas le risque, mieux vaut là aussi s'abstenir. Et puis bien sûr, je dis toujours un carpe diem, profitons de l'instant présent, c'est très important, parce que cette épargne que nous avons a risque d'être taxée. Ce qui est consommé, justement, ne pourra pas être taxé davantage, même si on paye la TVA sur la consommation, mais néanmoins, donc, ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc, ayez cette démarche également, j'ai envie de dire, c'est presque une philosophie de vie. Dans le contexte actuel, ça se comprend tout à fait, en particulier en France. Pour, je dirais, nos entreprises, bien là aussi, il faut développer des stratégies anti-crise en permanence. Donc j'en mets 4 en avant, des stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire, pour lesquels on a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le faire savoir. On doit communiquer sur nos niches, ça crée effectivement une demande, on se démarque. C'est vrai qu'en France, c'est parfois mal vu de communiquer sur notre savoir-faire. Non, on doit au contraire communiquer pour capter de nouveaux clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite malheureusement aujourd'hui, donc celles qui restent, elles vont rafler la mise. C'est évidemment, je dirais, finalement, une rémunération, entre guillemets, des efforts qui ont été faits par les entreprises qui ont fait les bons choix stratégiques. Troisième stratégie, l'innovation, bien sûr, pas que dans la high-tech, mais on peut innover dans tous les stades du processus de production, avec bien sûr une formation adéquate, parce que si on innove et qu'il n'y a personne pour mettre en place cette innovation, ça ne sert pas à grand chose. Donc la formation est vraiment déterminante, pas n'importe quelle formation, évidemment des formations adéquates, et un développement à l'international pour nos entreprises, que vous l'avez compris, il y a une croissance mondiale qui est bien plus forte que celle de la France, donc si on veut profiter de cette croissance mondiale plus forte, il faut se développer à l'international, même si on est une PME, voire une TPE, c'est tout à fait possible de le faire, surtout quand on a un savoir-faire très particulier, et bien sûr, le service à la clientèle. Il n'y a plus de service client, malheureusement on le vit tous les jours, je l'ai encore vécu dernièrement chez on ne va pas donner de nom, enfin bref, dans un opérateur de téléphonie, donc c'est assez incroyable de voir ce manque de service, donc il faut vraiment tout faire pour avoir un bon service, et là vous allez capter évidemment des clients. D'un point de vue des particuliers, je vais terminer par là, évidemment,
le contexte est compliqué, donc il faut développer ces formations, ces bonnes formations, apprendre très bien, le mieux possible l'anglais, bien écrire déjà le français, parce que malheureusement parfois c'est pas le cas, donc développer ces formations en fonction évidemment de la situation économique et en fonction également de ce que nous souhaitons, en fonction de la demande des entreprises. Pour les plus jeunes, moi pourquoi pas s'expatrier, voir ailleurs et à l'étranger. Alors peut-être qu'on reviendra, et on l'espère, ensuite en France, mais quand on est jeune, justement, on a la pêche, on a la force justement pour aller voir ce qui se passe dans le monde, et comme dans le monde évidemment il y a une croissance qui est plus forte, là aussi on peut en profiter, sachant que nous avons souvent un bon savoir-faire, des bonnes formations en France, donc profitons-en. Bien sûr, on peut développer une activité originale et indépendante qui nous évite d'avoir les affres des entreprises, des faillites d'entreprises, etc. Par contre, si on veut être plus prudent, si on veut rester dans une entreprise, il vaut éviter de démissionner en ce moment, parce que ça va être un petit peu compliqué pour retrouver ensuite du travail, parce que le chômage va très fortement augmenter donc en 2025. Et bien sûr, encore et toujours, le sérieux et le respect. C'est la clé, c'est la base justement pour les salariés, pour nos jeunes, pour l'ensemble évidemment des Français, si on veut pouvoir continuer d'être là malgré les difficultés économiques. Et puis bien sûr, dernier point, je le dis encore, pour nos amis retraités notamment, profitez de la vie. Vous avez donc travaillé normalement toute votre vie, vous avez épargné, profitez-en. Je suis contre effectivement le discours qui est de dire aujourd'hui c'est foutez la faute des retraités, etc. D'ailleurs, je profite pour le rappeler. On nous dit oui, il y a un déficit des retraites, etc. Non, le régime des retraites du privé est excédentaire. Le régime des retraites, par contre, des fonctionnaires est en déficit structurel de 30 milliards d'euros à peu près chaque année, que l'État doit payer justement pour combler ce déficit. Donc, encore une fois, n'ayons pas, je dirais, de complexe. Nous avons une retraite bien méritée, donc profitez-en. Encore une fois, il faut arrêter de vouloir liguer les jeunes contre les vieux, etc. Nous sommes tous dans le même bateau, j'ai envie de dire. Et souvent, n'oublions pas, les retraités aident leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc encore une fois, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je suis très triste quand on crée cette haine aujourd'hui dans la société française. Beaucoup la véhiculent, que ce soit en termes, je dirais, sociaux, sociétaux, et a fortiori en termes intergénérationnels. C'est évidemment particulièrement dangereux. Je termine, comme promis, maintenant avec la question de la semaine. Peut-on baisser le déficit public tout en baissant les impôts? Oui. Donc il ne faut surtout pas augmenter les impôts, même de façon limitée, comme veut le faire le gouvernement. Nous sommes, je le rappelle, numéro 1 du monde en termes de pression des prélèvements obligatoires par rapport au PIB. Donc augmenter encore, ça sera une catastrophe. Ça va casser l'activité économique, ça va réduire l'assiette fiscale. Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit, donc à la fin, à l'arrivée, il y aura moins de recettes fiscales et donc il y aura plus de déficit. Donc c'est ça, il faut bien comprendre que si vous augmentez les impôts, messieurs du gouvernement, vous allez augmenter le déficit. Donc c'est quand même dramatique. Donc moi je prône évidemment l'inverse. Il faut réduire les impôts, baisser de 25 milliards la CSG, 25 milliards sur l'impôt sur la production pour les entreprises. On va supprimer également certaines niches fiscales justement qui ne servent pas à grand chose. Si on baisse les impôts, on n'en a plus besoin. Donc là, on va récupérer à peu près 30 milliards. Donc ça fait un coût simplement de 20 milliards entre donc les moindres rentrées fiscales, mais également la limitation des niches fiscales. On va réduire bien sûr les dépenses publiques, notamment de fonctionnement, et là on peut facilement gagner 50 milliards d'euros. J'ai déjà expliqué dans une vidéo il y a un mois et demi, je le referai bien entendu, mais tout ça pour dire que c'est tout à fait facile de le faire. Vous savez, tout ce que sont les organismes d'administration centrale, les ODAC, il y en a 700 en France. Il y a beaucoup de comités théodules. J'ai regardé les chiffres, ça coûte 140 milliards d'euros par an de dépenses. Donc évidemment, on peut quand même réduire largement certaines ODAC et ça ne va pas créer un drame dans l'économie française. Donc là, évidemment, il y a de quoi, je dirais, réduire cette dépense publique. Il faut bien sûr lutter contre les fraudes fiscales, 30 à 50 milliards d'euros. Attention, la fraude fiscale, ce n'est pas l'optimisation fiscale. La fraude, c'est vraiment l'argent de la drogue, l'argent de la mafia, je dirais, puis des personnes mal intentionnées parfois, évidemment. Donc là, il y a évidemment pas mal à récupérer. Idem sur la fraude sociale, entre 15 et 40 milliards d'euros par an. Donc les chiffres sont assez variables, mais néanmoins, c'est au minimum 20 milliards d'euros qu'on peut récupérer. Donc là aussi, il faut regarder la réalité en face et s'attaquer à cette fraude. Mais là, non, on ne veut pas en parler, sinon ça peut faire des dégâts. Voilà. Si vous faites tout ça, c'est pas compliqué. Non seulement vous avez réduit les impôts, mais en plus, ensuite, vous avez également réduit votre déficit public de 80 milliards d'euros. Voilà. Oui, c'est possible. Simplement, faut-il encore avoir le courage et la volonté de le faire que malheureusement n'ont pas nos dirigeants politiques depuis déjà des années. Donc c'est un petit peu la lueur d'espoir pour 2025.
La solution existe, il suffit simplement d'avoir le courage de la mettre en place. Regardez nos amis italiens, ils baissent les impôts, ils baissent le déficit, donc c'est possible. Encore faut-il simplement le vouloir et avoir le courage de le faire et arrêter le dogmatisme, arrêter le déni de réalité. Donc comptez sur nous pour continuer de faire ce travail, en tout cas, encore une fois, de vérité économique, de réalisme économique. Merci donc pour votre fidélité, pour vos pouces vers le haut, pour vos likes, pour vos abonnements. Faites abonner autour de vous, c'est extrêmement important de développer cette culture économique. Pour les abonnés premium, évidemment, d'abord il faut s'abonner, ensuite il faut appuyer sur l'onglet souscription ou nous rejoindre. Et à ce moment-là, je vous enverrai les slides par mail, après que vous m'envoyez votre mail sur acdefi.com. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite de nouveau une excellente année 2025. Nous serons là avec vous. Espérons que on va réussir à s'en sortir. Je pense à partir du second semestre 2025, normalement, ça ira mieux, mais cette crise politique qui n'en finit pas, peut-être une solution à la canadienne. On verra bien. En tout cas, merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne continuation et à très bientôt.